Bonjour à tous. Tout d'abord, je me joins aux remerciements qui ont été formulés par Stéphane Duroy, mes remerciements évidemment aux organisateurs du colloque, à Marie Cornu et Jérôme Fromageau tout particulièrement, de nous donner l'opportunité de pouvoir intervenir dans les différentes sessions de recherche. Donc le sujet qui m'a été confié lors de cette journée est les successions d'artistes et la datation en paiement d'œuvres d'art. Alors, je souhaitais commencer mon intervention en vous présentant ces 3 œuvres qui sont Guillaume Apollinaire et ses amis par Marie Laurencin, Le Trésor de Rethel, daté du IIIe siècle après Jésus-Christ, et une page du manuscrit de Triste Tropique rédigé par Claude Lévi-Strauss. Ces 3 éléments patrimoniaux, ces 3 œuvres ont en effet pour caractéristique d'avoir été acquis, d'être entrés dans les collections publiques françaises par le biais de la dation en paiement. Alors rapidement, je vais vous rappeler une définition de la dation en paiement qu'on évoque depuis ce matin. C'est donc un outil juridique par lequel un contribuable est autorisé à se libérer de ses obligations pécuniaires et notamment des droits de succession. C'est uniquement ce dont je vais parler dans mon intervention, en remettant à l'État une œuvre d'art relevant de son patrimoine. Et donc la dation en paiement est un outil juridique d'enrichissement des collections publiques françaises. Cet outil est mobilisé notamment lors de la survenance de la mort d'un collectionneur par exemple. Et en effet, c'est à ce moment précis qu'un risque particulier plane, un risque de dispersion plane sur la collection d'œuvres que le défunt a pu réunir au cours de sa vie. Et d'ailleurs, l'exposé des motifs de la loi sur la dation rappelle bien les éléments suivants, je cite, « Des éléments importants du patrimoine artistique ou historique français prennent fréquemment le chemin de l'étranger, en particulier à la suite de l'ouverture des successions dont ils dépendent, et malgré l'augmentation constante des crédits consacrés à l'achat d'œuvres d'art, les musées et les bibliothèques ne peuvent parvenir à retenir sur le territoire national toutes les œuvres qui s'y trouvent. » Donc la dation avait pour objet de répondre à cette préoccupation. Comme nous l'avons dit ce matin, le recours à la dation n'est pas conditionné par la qualité du défunt ou de ses ayants droit, mais bien par la qualité de l'œuvre qui est présentée, qui est proposée en dation. Ainsi, le premier objet, comme on l'a dit ce matin, et je confirme ce que dit Madame Claire Chastagnier, le premier objet qui est rentré en dation dans les collections publiques françaises, c'est ce bureau, cette table bureau estampillée Martin Carlin de la fin du XVIIIe siècle et qui provient du château de Bellevue, qui est aujourd'hui conservé au musée du Louvre. S'il n'est pas fait référence de manière explicite à la mobilisation de la dation dans le cadre des successions des artistes, cela n'est évidemment pas exclu. Et d'ailleurs, peu après l'adoption de la loi, elle a rapidement été mobilisée dans le cadre des successions d'artistes. Et aujourd'hui, cette procédure est d'ailleurs mise en œuvre de manière assez commune à la suite d'un décès d'artiste. Dans mon intervention, j'essaierai donc de vous présenter dans quelle mesure les décès d'artistes, notamment lors de l'adoption de la loi, ont pu influencer cette adoption de la loi, puis comment la dation en paiement a été mobilisée par les ayants droit d'artistes. Donc, je voulais tout d'abord revenir sur le contexte historique et artistique de l'adoption de cette loi, principalement dans les années 60 et 70, avant de vous présenter une première mobilisation de la dation dans le cadre de la succession de Serge Poliakoff. Je voulais ensuite vous présenter une remise en perspective de la dation Picasso de 79. Alors, Juliette Pozzo interviendra de manière plus précise sur cette dation, mais je voulais faire une remise en contexte historique du cheminement. Et enfin, je trouvais intéressant, à titre un peu d'ouverture, de s'attarder sur la mobilisation a posteriori de cet outil au profit d'ayants droit, d'autres artistes de l'art moderne qui sont décédés avant l'adoption de cette loi. Donc, on commence tout de suite avec un rapide rappel du contexte historique et artistique de l'adoption de la loi. Donc, comme vous le savez désormais, la loi sur la dation en paiement a été adoptée le 31 décembre 1968. Et en dehors des fuites des œuvres à l'étranger et des autres motivations d'adoption de la loi qui ont pu être présentées ce matin, il est intéressant de noter que lorsqu'on réfléchissait à l'adoption de cette loi, dans ces années-là, de nombreux grands artistes du XXe siècle sont décédés. Parmi eux, on trouve Henri Matisse, ici photographié par Edward Station, qui est décédé en 1954,
André Breton au centre, qui est décédé en 1966. Georges Braque et Cocteau sont décédés en 1963 et Marcel Duchamp en 1968. Alors, dans mes recherches, malheureusement, je n'ai pas trouvé de preuves formelles quant au lien entre ces différents décès, ce contexte, et l'adoption de la loi. Néanmoins, on peut supposer que ces décès et l'ouverture de leur succession ont entraîné, comme souvent, la vente de certaines de leurs œuvres et probablement le départ de certaines d'entre elles à l'étranger. Il est alors assez aisé d'imaginer que le législateur a pu prendre conscience qu'un outil juridique permettant de saisir de manière consensuelle les œuvres lors de l'ouverture des successions était nécessaire. Et d'ailleurs, après l'adoption de la loi, la dation n'a pas tardé à être mobilisée dans le cadre de succession d'un artiste. Et la première proposition de dation en paiement de succession d'artistes a été formulée par la famille Poliakoff. Alors, Serge Poliakoff est un artiste de l'abstraction intégrale. Il est né en 1900, il est décédé en 1969 et il a majoritairement travaillé dans les années 60 et 70. Les archives du dossier de la dation que j'ai pu consulter aux Archives nationales montrent un vif intérêt de la part des professionnels des musées et de la culture pour la proposition de dation qui avait été formulée à ce moment-là. On peut lire ainsi que, je cite, 5 de ces œuvres, parmi les 9 qui avaient été proposées, 5 de ces œuvres ont déjà été retenues par le président de la République et se trouvent actuellement à l'Élysée. Les 4 autres ont figuré à l'exposition récente du Musée national d'art moderne et représentent par leur format et leur qualité ce qu'il y a incontestablement de meilleur dans tout l'ensemble que possèdent Madame Poliakoff et son fils Alexis. Et il ajoute encore que le musée d'art moderne serait d'autant plus intéressé à recevoir de telles œuvres qu'il ne possède pour l'instant que 2 œuvres de Poliakoff. La proposition de dation a ainsi été acceptée et les 9 œuvres acquises ont été affectées au Musée national d'art moderne où elles sont aujourd'hui conservées. Et sur le PowerPoint, vous pouvez voir 2 de ces œuvres qui sont rentrées, en dation à cette occasion. La première mobilisation de la dation par les ayants droit d'artistes n'est donc pas le fait de la famille Picasso, comme on peut parfois le croire, mais bien des ayants droit de la famille de Serge Poliakoff. Ce geste a évidemment permis un enrichissement significatif des collections publiques quant à cet artiste qui était assez peu représenté. Fort de succès, la dation en paiement a connu de nouvelles mises en œuvre dans le cadre de succession d'artistes et évidemment, l'un des témoignages les plus importants, c'est celle de la dation Picasso de 1979. La dation Picasso de 1979, donc je vous ai dit que je voulais la remettre dans une perspective historique plus longue, donc je n'évoquerai pas à proprement parler la dation, puisque l'intervention suivante le fera plus dans le détail, mais je voulais en parler dans une perspective historique plus large. Il faut en effet avoir à l'esprit que, comme le précise Jack Lang dans la préface du catalogue de l'exposition Picasso, une nouvelle dation parue en 1991, je cite, « En 1945, au sortir de la guerre, les collections publiques françaises ne possédaient que 3 peintures de Picasso. Et pour cause, il s'agit des 3 tableaux que je vous ai mis à l'écran. Le portrait de Gustave Cocchio, qui est au centre, Femme lisant de 1920, qui est à votre gauche, et L'enfant et la poupée, qui est à votre droite. Comme le dit Jack Lang, c'était peu. Ces œuvres étaient entrées dans les collections publiques par don ou par achat. Dans les faits, seuls L'enfant et la poupée ont été achetés par le musée de Grenoble. En remerciement à cet achat, Picasso a fait don de Femme lisant au même musée de Grenoble et le portrait de Gustave Cocchio a été donné par la veuve du critique d'art Cocchio à l'État et il est donc conservé ce tableau au Musée national d'art moderne. Les efforts des conservateurs et la générosité de Picasso ont permis d'obtenir de l'artiste un don de 10 toiles en 1947 pour l'ouverture du Musée national d'art moderne. Ce faisant, les collections publiques étaient fortes de 13 toiles et c'était quand même assez pauvre finalement en matière de Picasso. Au fur et à mesure, les professionnels des musées ont continué à œuvrer pendant plusieurs années pour obtenir du vivant de l'artiste un geste permettant l'enrichissement des collections publiques. Et parmi les stratégies qui ont été éprouvées, on trouve dès 1970 la proposition de création d'un musée Picasso, du vivant de l'artiste, qui permettrait d'obtenir de celui-ci une grande donation et donc un enrichissement significatif des collections.
Dans mes recherches aux archives, le fonds d'Henri Domergue m'a paru particulièrement bien témoigner des différentes possibilités qui avaient été explorées. Et 6 notes ont notamment retenu mon attention, qui sont autant de projets de musées qui ont été proposés à Picasso. Donc, dans une première note d'Henri Domergue pour le président de la République, qui est datée du 30 avril 1970, il est fait mention de négociations privées sur la possibilité d'installer un musée Picasso dans les grandes écuries de Versailles, qui serait suivie d'une donation importante. Je cite, des conversations privées se poursuivent avec Picasso, tout cela se développe dans le plus grand secret. Néanmoins, cette première approche n'a pas permis d'aboutir, puisqu'en 1971, une deuxième note était présente dans ce dossier, datée du 12 mai, et qui fait mention des petites écuries de Versailles, cette fois-ci, comme pouvant accueillir un musée Picasso, et qui écarte la possibilité de l'accueillir dans la gare d'Orsay, qui faisait alors l'objet d'un projet d'hôtel. En juin 1971, Henri Domergue écrit une nouvelle note au président de la République, faisant état de sa visite au pavillon de Marsan, où se situe le musée des arts décoratifs, et il évoque 2 vastes espaces vides qui subsistent et qui pourraient accueillir d'une part la collection d'art brut de Dubuffet qui était en cours de négociation et un musée Picasso. Et dans une note non datée, peut-être postérieure, il est fait mention du fait, je cite, que entre tous les lieux possibles, celui qui réunit le plus grand nombre d'avantages semble être les vastes et magnifiques combles du pavillon de Marsan. La décision est facile, ne dépendant que de l'État. Le lieu, dans le Louvre, mais en dehors et dessus, est propre à séduire l'orgueil de l'artiste et à attirer les foules qui, de toute façon, assureront la rentabilité de l'opération. Ensuite, le 9 octobre 1972, Henri Domergue propose un nouvel élément, de construire sur le terrain du bateau Lavoir qui avait brûlé en 1970 à la suite d'un incendie, un édifice destiné à abriter un centre de documentation de l'œuvre de Picasso. Et il est alors explicitement précisé, je cite, que la réalisation de cette idée serait peut-être un moyen d'amorcer une donation Picasso. Enfin, il est amusant de noter, je n'ai pas résisté en fait à vous mettre cet extrait c'est une coupure de presse du journal L'Express qui est daté du 17 octobre 1969 et qui est en fait un admirateur de Picasso qui s'adresse directement au président de la République Georges Pompidou, qui lui demande de faire construire un musée Picasso, qui est, je cite selon cet admirateur, le plus grand artiste de l'humanité, permettant ainsi à la France, je cite, historiquement le pays le plus important quant à sa culture, d'honorer un tel résident. Donc voilà, on a un ensemble d'approches. Ces différentes tentatives d'approche de l'artiste ne sont évidemment pas exhaustives, mais démontrent bien toutes les démarches qui avaient été entreprises par l'État français, du vivant de l'artiste, pour acquérir des œuvres de Picasso, et ce, indépendamment de la loi sur la dation en 1968. La dation Picasso doit donc être mise en perspective dans cette dynamique longue de tentatives d'enrichissement des collections publiques et en constituant en ce sens un véritable aboutissement finalement à toutes ces tractations. La dation Picasso n'en reste pas moins exceptionnelle par l'ampleur des œuvres qu'elle a permis d'acquérir. 203 peintures, 158 sculptures, 16 papiers collés, 29 tableaux reliefs, 88 céramiques, plus de 3000 dessins et estampes, 32 carnets de dessins, des livres illustrés, des manuscrits, une grande partie de la collection d'art extra-européen de Picasso et évidemment l'ensemble ouvrant à la création ex nihilo du musée Picasso à Paris, tant espéré depuis tant d'années. Cette dation ne doit néanmoins pas cacher les dations postérieures qui sont tout autant importantes, comme par exemple celle en 1987 qui a permis qu'une partie importante de la bibliothèque du poète Louis Aragon rejoigne les collections publiques, l'autre partie de la bibliothèque ayant été achetée. Donc on retrouve effectivement la combinaison des différents outils d'enrichissement des collections. Et d'ailleurs, les dations postérieures ont également pu concerner les ayants droit des artistes qui étaient décédés avant l'adoption de cette loi. Donc c'est ma dernière partie, la dation Picasso et après. Comme j'ai pu le rappeler en début d'intervention, de nombreux artistes ayant participé à l'élaboration de l'art moderne au même titre que Picasso sont décédés avant la mise en place de la loi sur la dation. Or, les collections publiques françaises étaient souvent restées pauvres en la matière et dans les différents courants qu'ils représentent.
La dation en paiement a alors pu être mobilisée a posteriori, c'est-à-dire lors du décès de leurs descendants. Pour être un peu plus concrète, je vais prendre un exemple. Le cas de la dation Pierre Matisse. Pierre Matisse est le fils d'Henri Matisse. Henri Matisse qui est décédé avant l'adoption de cette loi. Pierre Matisse meurt en 1989 et ses ayants droit formulent alors une proposition de dation qui a été acceptée en 1991 et qui a fait l'objet d'une exposition. Il est intéressant de noter que cette dation, la dation Pierre Matisse, comporte des œuvres d'Henri Matisse, permettant de venir combler les lacunes des collections publiques. Et en parallèle, ce qui est aussi intéressant avec cette dation, c'est que le rôle de Pierre Matisse, en tant que grand marchand d'art, mécène, notamment ayant promis l'art brut de Dubuffet, n'est pas pour autant négligé, puisque c'est par exemple au cours de cette dation que les collections publiques se sont enrichies de ce portrait de Pierre Matisse obscur réalisé en 1947 par Dubuffet et qui est conservé au Musée national d'art moderne. Un autre exemple qui pourrait être intéressant, qui est un petit peu plus indirect, mais c'est le tableau de Guillaume Apollinaire et ses amis que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été peint par Marie Laurencin, qui a été un moment la compagne de Guillaume Apollinaire, et qui provient, ce tableau, de la collection de Guillaume Apollinaire. Et cette dation a été en fait proposée par la veuve Apollinaire, Madame K, et acceptée à ce titre. Donc Madame K n'est pas l'ayant droit direct de Marie Laurencin, mais par le biais d'une personne commune, et cette œuvre a été acceptée en dation. Donc pour conclure, j'ajouterai seulement que de manière paradoxale, et alors que la production d'un artiste se fige pour toujours lorsque son décès survient, lors de l'ouverture de sa succession, devient un moment privilégié d'enrichissement des collections publiques françaises. Et les multiples exemples évoqués lors de cette intervention, et a fortiori l'exemple de la création du musée Picasso, donnent la mesure de l'efficacité de cet outil d'enrichissement des collections publiques. Je vous remercie.